Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré au LMNP. Donc, je me présente, Vital Vinin, expert comptable au sein du cabinet Duo Solutions. Ce webinaire du coup, est consacré à la location meublée non professionnelle et l'objectif de ce jour, c'est de du coup, revenir sur les bases du LMNP et surtout mettre en évidence les dernières réformes qui ont eu lieu, notamment sur tout ce qui est relatif au meublé de tourisme. Donc, je pense que la plupart d'entre vous doivent être connectés maintenant. Je vous propose de commencer tout de suite. Donc, sur le format, il va durer 40-45 minutes et après, il y aura un temps d'échange pour vos différentes questions. Vous pouvez mettre vos différentes questions dans le chat et j'y répondrai en fin de présentation. Donc, au programme, on va revenir sur la définition de la location meublée, revenir aussi sur pourquoi il y a un tel engouement tant de personnes veulent faire de la location meublée non professionnelle par rapport à de la location nue, c'est-à-dire qu'on va déclarer un revenu foncier. On verra aussi les principaux avantages, mais aussi inconvénients du meublé. Enfin, on verra du coup comment on peut passer d'une location nue à une location meublée. Et je mettrai surtout en évidence les pièges, les risques importants liés aux cotisations sociales et au sujet important de la TVA. Donc, pour commencer, on va revenir sur la définition de la location meublée. Alors, qu'est-ce qu'une location meublée? Une location meublée, donc elle a été définie par un article de loi. Donc, dans les textes, il est indiqué que c'est un logement décent avec un mobilier suffisant en nombre et en qualité. Donc, ce texte était assez large. En 2015, il y a eu un décret qui a fixé une liste de 11 éléments minimum, et c'est important d'avoir cette liste en tête, car pour pas qu'il y ait de remise en cause par l'administration fiscale du caractère de location meublée de votre bien, il est obligatoire d'avoir au moins ces 11 éléments, donc on va voir tout de suite. Donc, il y a des éléments qui sont plus classiques, comme par exemple le literie, mais il y a des éléments auxquels on ne pense pas forcément et du coup qui sont obligatoires, notamment du matériel d'entretien ménager. Voilà, donc vous pourrez notamment avoir après ce webinaire en replay si vous voulez revoir plus précisément cette liste d'éléments. Et du coup, un point important, c'est de bien avoir annexé à votre bail de location, si c'est une location meublée à l'année, l'inventaire du mobilier. Et du coup, dans l'inventaire du mobilier, il y ait au minimum ces 11 éléments. Et bien sûr, vous pouvez mettre d'autres équipements. Concernant la location, le meublé de tourisme, il n'y a pas de liste obligatoire, mais par principe, il est recommandé d'avoir au moins les 11 éléments qui ont été dits comme obligatoires pour les locations meublées à titre de résidence principale. Donc, le meublé, vous allez le voir par la suite et vous en avez peut-être déjà entendu parler, il est fiscalement très complexe. Et pourquoi cela? C'est qu'à la base, juridiquement, c'est vu comme une activité civile, comme la location nue, mais fiscalement, c'est vu comme une activité commerciale qui est imposée au titre des BIC, alors que la location nue, elle, est bien comme une activité civile imposée en revenu foncier. Et c'est ce caractère hybride, plus des décrets qui, par la suite, notamment ces 2 dernières années, qui sont venus accentuer et mettre des freins à la location meublée de tourisme, qui amènent à une grande complexité dans le traitement et dans le suivi. Donc, pourquoi un tel engouement? Donc, pour répondre à cette question, donc déjà, pour bien comprendre qu'est-ce qui amène beaucoup de personnes à faire de la location meublée, c'est qu'il faut comprendre qu'en location nue, une location plus classique, sans ameublement, vous avez vos recettes, bien sûr, vos loyers, et en termes de charges, il y a peu de charges déductibles. Il y a bien sûr les intérêts d'emprunt, mais ce qu'il y a de plus en location meublée et qui fait toute la différence, c'est qu'on peut amortir la valeur de votre bien immobilier. C'est-à-dire si vous avez, par exemple, acquis
vous avez un appartement d'une valeur de 200 000 euros. Comptablement et fiscalement, on va pouvoir amortir ce bien et passer chaque année une partie en charge déductible. Donc, par exemple, pour un appartement de 200 000 euros, on pourra l'amortir sur une durée, on va dire, moyenne de 20-25 ans, et il y aura au moins 8 à 10 000 euros de charges déductibles dans votre comptabilité et fiscalement, et ce qui va permettre, dans la grande majorité des cas, d'arriver à un résultat imposable de 0 euros. Donc, même si, que ce soit en location nue ou en location meublée, vous serez après par la suite soumis à l'impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux de 17,2%. C'est exactement le même principe d'imposition dans votre déclaration d'impôt. En location nue, on arrive très souvent, du coup, à un résultat positif imposable, alors qu'en location meublée au réel, grâce à ce principe d'amortissement du bien, on arrive à un résultat de 0, donc du coup, qui ne subit pas l'impôt sur le revenu et la CSG-CRDS. L'autre avantage de la location meublée, c'est principalement pour la location de tourisme, c'est-à-dire pour un bail qui va de 1 à 90 jours au maximum. Il y a une liberté au niveau du montant du loyer. Les différentes lois Elan ou autres qui sont venues un peu encadrer le loyer ne s'appliquent pas aux locations saisonnières, et du coup, ça permet d'avoir de très fortes rentabilités sur ce type de bien. Donc, pour illustrer cela, je vous ai préparé une comparaison chiffrée. Donc, vous le voyez sous forme de tableau. On part de l'hypothèse d'un studio qui a été acquis 140 000 euros. Il y a 18 500 euros de frais d'acquisition. Il est financé sur 20 ans par un emprunt de 140 000 euros à un taux qu'on commence à pouvoir trouver actuellement de 3,2%. Et on part du principe que les frais d'acquisition de 18 500 euros sont, eux, financés par un apport personnel. Donc, vous pouvez voir deux colonnes, une revenu foncier, l'autre LMNP au réel. Donc, on part l'hypothèse que pour ce même bien, ou on le loue nu, donc imposé au revenu foncier, ou on l'a meublé, on le loue en résidence principale à l'année, meublé, et on prend l'option de la location meublée non professionnelle au régime réel. Donc, vous avez une colonne 2025, c'est-à-dire on voit les revenus et charges sur une seule année, et après, on a cumulé l'ensemble des revenus et des charges qu'il y aurait eu sur une période de 20 ans. Donc, ce que vous pouvez voir, donc, les revenus, bien sûr, sont les mêmes. 9 120 euros, donc ça, c'est le loyer pour une année. Sur 20 ans, ça fait 221 592 euros de revenus, auquel on a apporté un taux de revalorisation du loyer. Et après, donc, on peut voir les principales différences. Donc, une différence qui là va au désavantage du LMNP, c'est qu'au LMNP, vous êtes éligible à la CFE, qui est un impôt pour les sociétés commerciales, mais le LMNP est une activité commerciale, donc vous y êtes éligible. Vous pouvez voir que j'ai mis 0 euros sur 2025 parce qu'il n'y a pas d'imposition la première année à la CFE. Mais dans le cas présent, pour les années suivantes, on a mis un montant d'un peu plus de 400 euros par année, mais on peut voir que sur 20 ans, ce n'est pas négligeable. On arrive à 11 000 euros, alors que cet impôt n'existe pas pour les revenus fonciers. La différence après là qui a l'avantage du LMNP, c'est au niveau des amortissements. Donc, vous pouvez voir que dans la colonne LMNP, on peut déduire les amortissements du bien. Donc là, le studio de 158 500 euros, on a bien sûr mis une quote-part de terrain de 15%. Et pour les 85% restants, on les amortit sur une moyenne de 20 ans. Et ça permet, du coup, d'imputer une charge sur nos recettes de 9 445 euros. Donc, vous pouvez voir que déjà, l'amortissement la première année est supérieur aux recettes. Et du coup, sans compter les intérêts d'emprunt ou les autres charges, on est déjà avec un résultat négatif. Alors, l'amortissement est un peu plus fort les premières années parce qu'on a pu notamment tout ce qui est agencement, l'amortir sur des durées assez faibles de 7 ans. Mais vous voyez que même au cumulé, ça permet quand même une charge complémentaire de 116 000 euros qu'on ne retrouve pas en revenus fonciers, où là, dans les revenus fonciers,
on ne peut pas passer en charge l'amortissement du bien. Après, vous avez vos intérêts d'emprunt qui sont bien sûr déductibles et les mêmes que ce soit en revenu foncier ou à l'AMNP ou réel. Les autres charges dans lesquelles on a mis des charges d'assurance, certaines charges de copropriété. Donc, on a estimé à 1 700 € par an, mais voilà, là aussi, ils sont déductibles dans les deux cas. Et tout cela nous amène à constater que en revenu foncier, on aurait eu, donc sur 20 ans, un résultat fiscal de 127 000 €, cumulé sur les 20 ans. Et du coup, ça nous amène pendant 20 ans à payer pour 60 000 € d'impôts et de prélèvements sociaux. Donc, ces 60 000 €, c'est, donc j'ai pris l'hypothèse d'un taux marginal d'imposition à l'impôt sur le revenu de 30%. Et après, il y a les 17,2% de CSG-CRDS qui, eux, s'appliquent quelle que soit votre tranche marginale d'imposition. Donc, vous voyez que c'est quand même une somme conséquente et qu'on paye du coup chaque année. Donc là, par exemple, en 2025, il y aurait eu dès la première année 1 388 € d'impôts et de prélèvements sociaux à payer donc dans la déclaration d'impôt de mai 2026. Alors qu'en LMNP au réel, on peut voir que sur les 20 années, on arrive à un résultat fiscal de 0 €, donc pas d'impôt sur le revenu et pas de CSG-CRDS. Pour parler quand même en termes de cash, de flux de trésorerie, on est allé au bout du process. Donc, il y a aussi la partie remboursement d'emprunt. Donc, sur l'ensemble de la période, c'est forcément 140 000 €, le montant qu'on a emprunté, parce qu'on avait mis les intérêts un peu plus haut, qui étaient de 51 000 €. Donc, tout cumulé, entre les revenus et ce que vous avez dû du coup dépenser pour rembourser l'emprunt, ça vous amène à une trésorerie nette négative, hors rapport personnel, de 72 904 € pour les revenus fonciers, contre 23 940 € pour le LMNP. Mais pour aller au bout du process, ce qui est important, c'est aussi de voir une fois qu'on vend, qu'on prend l'option de vendre le bien. Donc, c'est ce qu'on va voir en suivant. Là, je vois qu'en gardant le bien sur 20 ans, au bout de 20 ans, j'ai presque 50 000 € d'économie au LMNP par rapport au revenu foncier. Et maintenant, il faut aller au bout d'une hypothèse, c'est je revends le bien au bout de 20 ans pour aller au bout de ma logique d'investissement et voir mon retour complet de trésorerie une fois le bien vendu. Donc, avant de vous montrer l'exemple chiffré, je voulais quand même m'attarder sur comment se calcule la plus-value de cession. Donc, qu'on soit en revenu foncier ou en LMNP au régime réel, le calcul est le même à une exception près qu'on va voir. Donc, tout d'abord, vous avez votre prix de cession. Donc, dans le cas qu'on va voir, par exemple, il sera de 300 000 € sur lequel vous pouvez déduire les frais liés à la vente. Donc, ça fait votre prix net de cession, auquel on va enlever un prix de revient. Donc, dans le prix de revient, il y a le prix d'achat. Donc, dans le cas présent, on était à 140 000 €, auquel on peut ajouter les frais d'acquisition, qui sont soit au réel, donc dans le cas présent, c'était 18 500 €, ou il peut être pris l'option aussi d'un forfait de 7,5%, selon ce qui est plus avantageux. Autre chose qu'on peut ajouter et qui est important, c'est qu'on peut ajouter les dépenses réelles ou un forfait de 15% pour les frais de travaux qu'on peut appliquer qu'après une détention de 5 ans. Donc ça, c'est très important de le savoir parce que forcément, ça vient augmenter votre prix de revient et diminuer votre plus-value. Et après, la différence qui est d'ailleurs nouvelle depuis 2025, c'est que pour les locations meublées non professionnelles, il faut maintenant réintégrer les amortissements qu'on avait pu déduire. Jusqu'à fin 2024, il n'y avait pas cette réintégration à faire. Et du coup, ça apportait encore plus d'avantages au LMNP. Et maintenant, l'administration dit, la loi et l'administration derrière dit qu'il faut réintégrer ces amortissements qui nous ont permis d'avoir une réduction, une dépense déductible pendant les 20 ans. Donc, on va le voir dans l'exemple par la suite. Tout ça nous donne un prix de revient et la plus-value, du coup, après, c'est le prix net de cession moins le prix de revient. Et cette plus-value brute va faire après l'objet d'une décote selon la durée de détention. Et une fois les décotes
mise, elle va être imposée à un impôt sur revenu de 19% et à de la CSG-CRDS, c'est-à-dire des cotisations sociales, pour 17,2%. Donc, pour que ce soit plus parlant, on reprend l'exemple de tout à l'heure. Donc, on avait une trésorerie avant cession de moins 72 904 € pour les revenus fonciers, et du coup, le LMNP qui était plus à son avantage avec une trésorerie de moins 23 940 €. On encaisse le prix de vente, 300 000 € dans les deux cas, auquel on enlève quand même l'apport personnel de 18 500 € pour tenir compte de la somme qu'on avait avancée personnellement. Et tout ça nous amène à constater une trésorerie de 208 000 € pour le revenu foncier et 257 000 € pour le LMNP. De là, en allant d'ailleurs, c'est le notaire qui va vous, avec souvent le cabinet comptable, va calculer la plus-value sur laquelle vous allez être imposé et devoir payer de l'impôt et des prélèvements sociaux. Donc, on voit qu'en revenu foncier, on a une plus-value de 120 500 € et en LMNP, on a une plus-value qui est nettement plus élevée, elle est de 236 560 €. L'écart d'un peu plus de 116 000 €, ce sont en fait les amortissements, si on revient en dessous, ce sont les amortissements qu'on avait pu déduire pendant les 20 années en LMNP. Mais ce qui est important après par la suite, c'est que là, on est au bout de 20 ans, plus de 20 ans de détention, on est dans la 21e année. Du coup, on bénéficie d'un abattement pour durée de détention qui, dans le cas présent, au bout de 20 ans, est très significatif parce que l'abattement, il est de 96% pour l'impôt et moindre pour les prélèvements sociaux, mais il est de 26%. Si vous voulez un abattement de 100% en impôt sur revenu, il faudrait arriver à la 22e année. Et pour les prélèvements sociaux, il faut pousser jusqu'à 30 ans. Mais là, si on prend une hypothèse déjà de 20 ans, on voit qu'on a une décote importante, ce qui nous amène à constater un impôt sur le revenu à 19% qui serait de 916 € en revenu foncier et de 1 798 € en LMNP. Et concernant les prélèvements sociaux, où là, on a moins d'abattement, on se retrouverait par rapport à une plus-value de 120 000 € brut à des prélèvements sociaux à payer de 15 000 € et plus élevé en LMNP de 29 000 €. Mais si on cumule après le paiement de toutes ces charges la trésorerie dégagée, on peut voir qu'en revenu foncier, on arrive à un solde de trésorerie de 192 000 € contre 225 000, 226 000 en LMNP. Donc, on voit que malgré cette réforme sur la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value de cession, le LMNP reste quand même tout de même avantageux, car dans le cas présent, on a tout de même un gain de 33 000 € de trésorerie qui s'explique comment, dans les grandes masses, c'est 60 000 € de gains d'impôts qu'on n'a pas payés pendant la durée de notre location, contrairement au revenu foncier, auquel, par contre, on a payé 11 000 € de CFE et auquel, du coup, lors de la cession, on paye, du coup, plus de prélèvements sociaux et d'IRPP pour 16 000 €. Mais au cumul, on est à 30 000 € de gains. Donc, ce qu'on peut voir, quelles que soient les hypothèses, c'est que le LMNP reste plus avantageux, notamment parce qu'on sera certes plus imposé à la sortie avec la réintégration des amortissements, mais par l'abattement, cet effet peut être complètement effacé, et surtout, on est imposé à 19%, alors qu'en revenu foncier, chaque année, on est imposé souvent sur un taux marginal d'imposition qui est bien supérieur à 19%. Dans le cas présent, j'ai pris un taux marginal d'imposition de 30%, mais d'autres personnes peuvent même être à des taux marginaux d'imposition de plus élevés, de 41%. Ce serait que dans des cas où des personnes seraient à des taux d'imposition de 11% ou inférieur à 19%, qui pourraient avoir certaines hypothèses où les revenus fonciers deviendraient plus avantageux, et encore, il faudrait valider vraiment le cas. Mais l'objectif, c'est de montrer que même avec cette réforme, le LMNP reste financièrement, en termes de rentabilité, plus intéressant que les revenus fonciers. Donc maintenant, on va voir les autres avantages de la location meublée. Donc,
un avantage, le principal avantage pour moi, c'est quand c'est la location à titre d'habitation principale, c'est qu'on a un durée de bail qui est de 1 an, contrairement à la location nue, où la durée du bail est de 3 ans. Donc, c'est un point quand même qui peut être important. Le dépôt de garantie est lui aussi plus important, il est de 2 mois au lieu d'1 mois. On a aussi l'avantage de pouvoir mettre des charges locatives au forfait, et on n'est pas obligé de les mettre au réel, ce qui peut simplifier aussi le système de location. Là, je parle pour la location meublée à titre de résidence principale. Et ceux qui font la location saisonnière, là, il y a encore moins de réglementation et encore plus de flexibilité. Dans les autres avantages, donc on a pu le voir par exemple, on a logiquement une rentabilité plus forte, notamment par une imposition plus faible, et sur le fait que sur les locations de courte durée, donc les locations saisonnières, on est là sans plafonnement et avec une liberté quasi totale sur la fixation des loyers. On peut aussi bénéficier d'exonération d'impôts sur la fortune immobilière, mais là, c'est dans des cas précis avec des critères complémentaires. Là, je vous laisserai après vous rapprocher de votre expert comptable si vous voulez plus de précision sur ces points, mais c'est quand même à savoir. Alors, également, un avantage qui là n'existe plus, justement, c'est pour le mettre en avant. Avant, il y avait une réduction d'impôt pour frais de comptabilité qui a été supprimée en 2025. Concernant justement ceux qui souhaitent rester dans un régime micro, c'est-à-dire ne veulent pas faire de comptabilité au réel et veulent faire la location en toute simplicité, sans avoir trop de démarches comptables et administratives, ils peuvent rester sous un régime micro. Donc, il existe le régime micro foncier pour les revenus fonciers et le régime micro BC pour les locations meublées. Il y a eu un durcissement des règles et des taux d'abattement. Donc ça, c'est les règles pour 2025. Donc, vous avez le droit de rester en régime micro, c'est-à-dire vous ne déclarez sur la déclaration d'impôt uniquement vos recettes, et après, c'est l'administration qui automatiquement impute un abattement de charges, et du coup, vous êtes après imposé à l'impôt et à la CSG-CRDS sur ce montant après abattement. Donc, vous pouvez voir les taux. Donc, pour en fait tous les types de locations, maintenant, vous avez le droit à ce régime si vous avez un seuil de chiffre d'affaires inférieur à 77 700 €, vous aurez un abattement de 50%, sauf pour les locations meublées du tourisme non classées, où là, il y a eu un durcissement des règles, où vous ne pouvez bénéficier du régime micro-BIC que si vos recettes sont inférieures à 15 000 € et l'abattement n'est plus de 30%. Alors, 15 000 et 30%, en fait, c'est le seuil et le taux qui sont applicables pour les revenus fonciers quand on fait le choix du micro-foncier. Alors, il faut savoir que quand on a un bien en indivision, on n'a pas le droit d'être en régime micro, mais automatiquement au réel. Mais ce qu'on voit notamment par l'exemple que j'ai pu montrer, c'est que l'adurcissement de ce texte, notamment avec le seuil qui a été abaissé à 15 000 € pour les locations meublées de tourisme non classées, va juste pousser les propriétaires à se mettre au régime réel, mais qui sera au final plus avantageux pour eux parce qu'ils auront même après une imposition souvent qui sera proche de 0 €. Je vais faire un petit aparté sur le meublé de tourisme classé, parce qu'on a pu voir du coup dans la slide précédente que notamment le régime micro était plus désavantageux quand on était non classé, et que le classement est à regarder parce qu'il peut apporter des avantages. Donc le classement, c'est quoi? Donc je vous ai mis le lien. Il y a le site Atout France, qui est un site public. Vous pouvez trouver des sociétés qui sont accréditées pour réaliser un classement de votre bien. Le classement va de 1 à 5 étoiles. Il est valable 5 ans. Et en fait, vous avez une personne d'un organisme qui vient juger sur une liste de 133 critères la qualité de votre bien, selon les services, l'équipement, l'accessibilité. Et vous pouvez avoir en fonction de 1 à 5 étoiles. Mais du coup, à partir de 1 étoile, en dehors de l'image que ça peut donner, ça peut aussi fiscalement donc, vous permettre, dans certaines communes, c'est commune par commune, il peut être décidé
qui est une exonération notamment de CFE, donc qui est un impôt complémentaire qu'on a vu tout à l'heure, et également, dans certaines zones en ZRR, une exonération non négligeable de taxes foncières. Voilà. Donc, c'est une démarche qui peut valoir le coup. Alors après, si on va vers plus de services, j'attire à votre attention sur le fait qu'on peut se retrouver sur ce qu'on appelle de la par-hôtellerie. Donc, on n'est plus sur une simple location, mais on apporte une quantité plus importante de services, et là, on sort complètement de la location meublée non professionnelle. Donc, ça, c'est un point d'attention. Donc, les inconvénients du meublé. Alors, là, le but, c'est de mettre en évidence, donc forcément, comme tout système, il y a toujours des désavantages, et notamment, il y a des désavantages de plus en plus importants pour la location meublée de tourisme, c'est-à-dire les locations saisonnières. Donc, celles qui sont valables pour l'ensemble des locations meublées, on a le fait du coup, qu'il faut tenir une comptabilité de type commercial si on veut bénéficier du régime réel et de l'amortissement du bien immobilier qui permet d'arriver à un résultat à 0 €. On sera imposable à la CFE, qui est cet impôt qui va, en général, alors ça dépend des communes, mais il est souvent un minimum de 400 €, et il peut même monter jusqu'à plus de 1 000 € selon les communes et selon son bien. Et après, il y a d'autres désavantages. Si on fait de la location saisonnière cette fois-ci, on peut être amené à devoir payer une taxe d'habitation en plus de la CFE. Là-dessus, le seul moyen d'échapper à la taxe d'habitation si on fait de la location meublée saisonnière, c'est qu'il faut prouver à l'administration qu'on ne se garde pas la jouissance du bien un seul jour de l'année. C'est-à-dire qu'il faut un contrat avec une agence de location, et dans le contrat, il faut qu'il soit clairement stipulé que le bien peut être mis en location sans exception tout au long de l'année. Et ça, il faut vraiment qu'il y ait un paragraphe très clair sur le sujet. Autrement, vous serez amené à devoir payer la taxe d'habitation. Si vous louez votre logement à l'année, c'est-à-dire en location meublée qui est la résidence principale du locataire, bien sûr, là, vous n'aurez pas, vous, de taxe d'habitation à payer. Et également, on va le voir un peu plus en détail après, vous pouvez être amené à payer des cotisations sociales si vous faites plus de 23 000 € de recettes pour les locations saisonnières ou si vous êtes considéré comme un loueur meublé professionnel. Donc, dans les inconvénients qui sont là de plus en plus accrus et qui vont encore augmenter en 2026, c'est qu'on a un durcissement des règles pour les locations saisonnières. Donc, locations saisonnières ou souvent on dit location de tourisme, qui sont pour des locations du coup de courte durée. Il y a maintenant et de plus en plus une obligation de s'inscrire en mairie. Donc, ce tableau vous permet de résumer les différentes situations. Donc, si on part du côté gauche du tableau, donc si vous louez une partie de l'année, votre résidence principale, par exemple au mois de juillet, vous partez vous en vacances, vous louez votre résidence principale en location meublée. Donc, vous avez le droit de faire pour un maximum de 120 jours. Et dans les villes actuellement de plus de 200 000 habitants, vous avez l'obligation d'enregistrer votre bien en mairie pour signaler que vous faites de la location meublée. Donc, c'est une simple déclaration, mais le fait de ne pas le faire vous amène à un potentiel risque d'amende dont le montant a augmenté. Il est passé à 10 000 €. Pour les villes de moins de 200 000 habitants, il n'y a rien d'obligatoire en 2025, mais à partir de mai 2026, logiquement, la loi prévoit que dans toutes les communes, on devra s'enregistrer, même si c'est sa résidence principale dans laquelle on fait de la location meublée. Pour les investissements, donc c'est-à-dire les résidences secondaires dans lesquelles vous faites de la location meublée, là, il y a des lois qui deviennent de plus en plus restrictives pour du coup empêcher ce type de location saisonnière. Parce que dans les villes de plus de 200 000 habitants, vous êtes désormais obligé de vous enregistrer et faire une déclaration de changement d'usage. C'est-à-dire vous devez demander à la mairie l'autorisation de faire de la location meublée, qui est une activité commerciale. Et là, la mairie peut refuser l'autorisation. C'est-à-dire vous refusez de faire de la location meublée de tourisme. À l'année, il n'y a pas d'autorisation à faire, mais je parle bien pour la location saisonnière. Vous pouvez être amené à être
obligé vous êtes obligé de faire cette déclaration et il peut vous être refusé ce droit. Et si vous allez à l'encontre, que vous ne faites du coup pas cette déclaration, là, il y a un risque d'amende qui peut aller au maximum jusqu'à 100 000 euros. Et notamment, c'est par cette autorisation que vous recevrez de la mairie le numéro à 13 chiffres que vous avez peut-être constaté que maintenant les plateformes type Airbnb ou autres ont l'obligation de vous demander. Donc, par ce numéro, maintenant, de toute manière, on sera de plus en plus obligé d'aller s'enregistrer. Mais c'est important. Et dans les villes de moins de 200 000 habitants, donc là, l'autorisation de changement d'usage n'est pas systématique, mais les communes qui sont en zone tendue, notamment les communes en zone côtière, peuvent, elles, décider aussi de mettre en place ce dispositif pour, en fait, derrière ça, choisir le nombre de locations meublées qu'elles peuvent avoir dans leur commune. Voilà. C'est tout un arsenal qui a été donné aux communes pour, comme ça, un peu pouvoir limiter le nombre de biens en location meublée. Donc, c'est quand même un point important à savoir avant d'investir dans un bien et de se positionner en disant « je ferai la location saisonnière ». Un autre durcissement vient cette fois-ci du côté des règlements de copropriété où depuis 2025 également des dispositifs ont été mis en place qui vous obligent maintenant, si vous voulez faire la location de tourisme, à en informer le syndic de copropriété et surtout dans tous les nouveaux règlements de copropriété à partir de 2025. Donc ça, c'est pour les nouvelles copropriétés. Il devrait être clairement défini dans le règlement s'il y a une interdiction ou non d'avoir du meublé de tourisme. Et la nouveauté qui est tout aussi contraignante, c'est que dans les copropriétés existantes, jusqu'à maintenant, pour interdire de la location de tourisme, il fallait l'unanimité des copropriétaires. Et là, la disposition a été changée. Maintenant, c'est une vote à la majorité de 2/3 des voix qui permet du coup à une copropriété d'interdire la location meublée dans la résidence. Donc ça aussi, avant de mettre en place un meublé de tourisme, c'est important de voir ce point au niveau de la copropriété. Donc un autre point de vigilance, c'est sur la location meublée professionnelle. Donc il faut toujours se poser ce critère pour savoir si on est bien en location meublée non professionnelle selon les avantages qu'on a pu voir, ou si on passe sur un autre statut qui est celui de location meublée professionnelle. Donc, la différence, en fait, on passe en loueur meublé professionnel si nos recettes sont supérieures à 23 000 euros et également que nos recettes de location meublée sont supérieures aux autres revenus d'activité de notre foyer fiscal. Donc, dans les autres revenus d'activité, on ne tient pas compte des revenus fonciers ni des revenus capitaux mobiliers. Donc, c'est-à-dire, si vous avez par exemple 30 000 euros de recettes de location, et on parle bien des recettes, donc du chiffre d'affaires si on veut, pas du résultat, on va comparer ça à cette fois-ci nos revenus, par exemple nos salaires. Donc, si on a 40 000 euros de recettes de location meublée et à côté, on a un salaire qui est à l'année de 30 000 euros, on se retrouve loueur meublé professionnel parce qu'on aura des recettes de location meublée supérieures à nos autres revenus. Et dans ce cas-là, on bascule dans un autre régime qui, par certains égards, peut être plus avantageux, car par exemple, si on crée un déficit fiscal, il pourra s'imputer sur nos autres natures de revenus, même s'il est limité parce qu'il y a une règle d'amortissement qui fait que quand le déficit est créé par l'amortissement, il est en fait stocké et ne peut pas créer de déficit. Mais surtout, il faut avoir en tête que c'est lorsqu'il y a une éventuelle revente du bien où là, on n'est pas du tout éligible, comme on a vu tout à l'heure, au régime des plus-values des particuliers, mais on va sur un régime des plus-values des professionnels où il y aura aussi des cas d'exonération, mais surtout, on va payer des cotisations sociales qui seront, dans le cas de manière plus récurrente, beaucoup plus importante. Donc, il faut avoir en tête cette limite des 23 000 euros et, avec ce double critère, des recettes supérieures aux autres revenus, pour savoir si on est passé en loueur meublé professionnel
Et dans ce cas-là, après, je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable pour qu'il vous explique bien en détail les impacts, en sachant que ces critères est à regarder chaque année. Donc après, pour ceux qui souhaitent passer de la location nue à la location meublée, car on l'a vu, même s'il y a des restrictions de plus en plus importantes, notamment pour la location saisonnière, il reste avantageux pour la location meublée en résidence principale à l'année. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible et assez facile à mettre en place. Donc, un point d'attention, c'est que si votre bien, vous le détenez par une SCI, dans laquelle vous faites de la location nue, il ne faudrait pas dans cette SCI mettre un bien en location meublée, car si ces recettes, donc il y a une marge de 10% qui est acceptée, mais si ces recettes de location meublée dans votre SCI sont supérieures à 10% de l'ensemble de vos recettes, vous allez automatiquement faire passer votre SCI à l'impôt sur les sociétés, alors qu'elle était peut-être à l'impôt sur le revenu, et du coup, vous allez surtout perdre tous les bénéfices de l'exonération pour durée de détention. Donc ça, c'est un point très important à savoir. C'est possible de le faire, mais il faut vraiment en avoir conscience. On va basculer à l'impôt sur les sociétés et qu'on ne pourra pas revenir en arrière. C'est une option qui devient irrévocable et surtout automatique. Il y a des personnes qui, sans s'en rendre compte, du coup, vont passer à l'IS et ce sera surtout l'administration fiscale qui le verra et leur dira, voilà, ça fait 2 années qu'en fait, vous n'êtes plus à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est important. Pareil, si on décide de passer de la location nue à la location meublée, il ne faut pas, sur les 3 dernières années, avoir bénéficié d'une imputation de déficit foncier sur son revenu global. Il faut attendre cette période de 2-3 années avant de passer le bien en location meublée. Et après, du coup, si le choix est fait, il faut bien sûr donc s'enregistrer pour obtenir un numéro sirène parce que c'est une activité commerciale. Théoriquement, dans les 15 jours, mais bien sûr, ça peut être fait même si la location a commencé. Le but est de régulariser au plus vite la situation. Donc, c'est par une déclaration qui doit être faite par le site du coup de l'INPI pour s'enregistrer auprès du greffe du tribunal de commerce comme du coup loueur meublé. Et il faut savoir que même pour ceux qui font de la location meublée en régime micro-BIC, cet enregistrement pour avoir un numéro sirène est aussi obligatoire et c'est elle qui permet notamment aux impôts après d'appeler la taxe de CFE. Donc l'autre chose importante, ça va être comment je détermine, une fois que je décide de passer en location meublée, il va falloir que du coup j'ai au réel, il va falloir que j'inscrive à l'actif de mon entreprise individuelle mon bien immobilier. Et en fait, ce bien, s'il était jusqu'à maintenant détenu en location et loué en location nue, ou que c'était un bien que vous utilisiez vous à usage personnel, si au 1er janvier par exemple, 2026, vous décidez de le passer en location meublée, il faudra alors évaluer ce bien, et ce sera cette valeur dite vénale, c'est-à-dire la valeur de marché, qu'on inscrira au bilan. Donc là-dessus, il faut évaluer le bien par un professionnel, c'est-à-dire un agent immobilier qui vous évalue le bien et vous donne une attestation sur la valeur du bien. Et c'est cette valeur qui pourrait donner à votre cabinet comptable et qui pourra ainsi enregistrer le bien à l'actif. Et donc, même pour un bien que vous avez acheté il y a 10 ans, 150 000 €, si l'agent immobilier évalue à la valeur marché qui vaut aujourd'hui 250 000 €, c'est sur ces 250 000 € qu'on va l'enregistrer à l'actif. Et sur la plus-value de 100 000 €, vous n'aurez aucune imposition. Donc, c'est un avantage important. Et du coup, c'est sur cette valeur de 250 000 € qu'on va pouvoir commencer à amortir le bien et du coup créer une charge déductible qui permettra d'arriver à un résultat proche de 0 € ou à 0 € dans la plupart des cas. Donc après, il y a un mécanisme qui fait que les amortissements de ce bien, si on arrive à un résultat déficitaire, la loi fait qu'on ne peut pas arriver à un résultat déficitaire, mais du coup, tout l'amortissement qui n'a pas été utilisé
va être stocké et pourra être utilisé fiscalement les années d'après. Mais ça, c'est dans un point plus technique, mais ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que tout cet amortissement non utilisé n'est pas perdu et est reporté indéfiniment dans le temps. Le seul déficit qui peut être perdu au bout de 10 ans, ça serait du déficit créé par des charges hors amortissement. Si, par exemple, la première année, vous n'avez que 1 000 € de location, mais déjà de 2 000 à 3 000 € de charges de copropriété, le résultat déficitaire de 10 000 €, lui, ne pourra être imputé que pendant 10 ans. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure, votre bénéfice sera comme en location nue, soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Donc maintenant, on va passer sur 2 points de vigilance importants. Ce sont au niveau des cotisations sociales. Donc, on a fait cet arbre de décision parce que les règles ont évolué et il permet, et le sujet est assez quand même complexe, et permet quand même de assez facilement, je pense, voir si vous seriez amené à devoir payer des cotisations sociales par les locations meublées que vous pouvez faire. Donc, il y a le premier critère, c'est de se dire, est-ce que je suis loueur meublé professionnel? C'est-à-dire, est-ce que mes recettes sont supérieures à 23 000 €? Donc, par recette, on entend les loyers, mais aussi les refacturations de charges. Et c'est pas ou, c'est et mes recettes du coup de location meublée sont supérieures à mes autres revenus d'activité. Alors, quand on dit de revenus d'activité, donc c'est hors revenus fonciers, hors revenus capitaux mobiliers, et on le compare au niveau du foyer fiscal, c'est-à-dire l'ensemble du couple. Donc, si on répond à ces 2 critères, on doit s'affilier à la sécurité sociale des indépendants, c'est-à-dire anciennement le RSI, et on devra payer des cotisations sociales. Donc, si on a un résultat de 0 €, qui est le cas dans la majorité des cas, donc on sera appelé on va déclarer 0 € de résultat, mais on aura quand même un minimum forfaitaire qui est aux alentours de 1 200 € à payer chaque année. Du coup, si on ne remplit pas ces 2 critères, il faut se poser une seconde question où là, en fait, a été ciblé les locations saisonnières. Ou pour les locations saisonnières, il y a un critère complémentaire, c'est un seul critère, pardon, c'est est-ce que mes recettes de location saisonnière sont supérieures à 23 000 € par an? Si elles sont supérieures à 23 000 €, quels que soient mes autres revenus d'activité, je dois payer des cotisations sociales et m'affilier à la sécurité sociale des indépendants. Et du coup, si j'ai un résultat à 0, au minimum payer les 1 200 €. Et si, par exemple, j'ai un résultat de 10 000 €, j'aurai les cotisations sociales, c'est à peu près c'est aux alentours de 40% de votre résultat qui sera à payer en cotisations sociales. Et il faut savoir que les cotisations sociales, ces critères sont exactement les mêmes, même si vous êtes en micro-BIC. Quelqu'un qui, du coup, a la location saisonnière pour 25 000 € à l'année, décide de le déclarer en micro-BIC pour ne pas avoir à faire de comptabilité, il est aussi éligible aux cotisations sociales et du coup, il sera amené à devoir payer des cotisations sociales sur même un résultat beaucoup plus important. Donc, pour les micros, eux, ils devront payer des cotisations sociales, mais qui sera appelé comme des auto-entrepreneurs, mais sur un pourcentage du chiffre d'affaires. Mais ça amène aussi à des montants élevés et qui peuvent être surprenants si on est rattrapé d'un seul coup et sans avoir anticipé et mis de côté ces sommes. Et pour les autres, il y aura quand même, comme on a pu voir dans les premiers exemples, des prélèvements sociaux, c'est-à-dire les 17,2% de CSG-CRDS, qui seront appelés, mais lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôt sur le revenu. Mais c'est bien toujours un pourcentage, donc si vous avez un résultat à 0, vous n'aurez du coup pas de CSG-CRDS à payer. Voilà. Dernier point important, la TVA, c'était quand même pour faire un focus là-dessus. Les règles fiscales ont fortement évolué en 2025. En fait, on est éligible, assujetti à la TVA si on a 3 des 4 critères suivants. Si on fournit un petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge, réception de la clientèle.
Donc, jusqu'à maintenant, il était important de le savoir si on remplissait ou pas ces critères, mais on y prêtait peut-être moins attention parce qu'on avait des seuils de franchise. C'est-à-dire, si on faisait jusqu'en 2025, la fin 2025, moins de 85 000 € de recettes, même si on remplissait ces critères, on était en franchise de TVA, c'est-à-dire on ne payait pas de TVA. Mais j'attire votre attention parce que dans le projet de loi de 2026, le seuil est abaissé à 37 500 €. Alors, en 2025, déjà, il avait été proposé dans la loi de finances, il avait été mis un seuil de 25 000 € devant la contestation notamment de tous les auto-entrepreneurs, pas seulement pour la location meublée. Le gouvernement est revenu dessus et dans une loi de novembre 2025 a abrogé ce seuil de 25 000 €. Mais là, on voit que dans le projet 2026, on revient à 37 500 €. Alors, la semaine dernière, le Sénat vient de l'annuler. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça vient aussi de directives européennes qui ont été validées par la France il y a plusieurs années et qui va nous obliger quand même à court terme de passer à ces seuils beaucoup moins élevés quand on sait que dans d'autres pays européens, on est même à des seuils à 0 €. Donc, c'est par rapport à ces seuils, même si à ce jour, on est toujours sur le seuil de 85 000 € et pour 2026, on ne sait pas. Et si tant que la loi de finances 2026 n'est pas votée, on reste au seuil de 85 000 €. Mais ce qu'il faut savoir derrière, c'est que l'administration fiscale, par ces deux nouveaux dispositifs, que je vais directement vous montrer le tableau récapitulatif, a nettement durci le fait de devoir d'être assujetti à la TVA pour les locations de tourisme. Ce que vous voyez dans ce tableau, c'est que désormais, pour les locations de tourisme quand vous faites des locations de moins de 5 nuits, vous cochez quasiment automatiquement 3 des 4 critères qui vous rendent éligible à la TVA. Alors, la réception de la clientèle, vous la cochez, sauf si vous avez un accueil uniquement par boîte à clés, c'est-à-dire que vous ne voyez pas du tout les locataires. Et il ne faut pas non plus y aller le lendemain pour faire l'état des lieux, parce que ce sera vu comme une réception de clientèle. Le nettoyage des locaux, le critère est coché automatiquement aussi si c'est nettoyé en début de séjour, ce qui est logiquement le cas. Et la fourniture de linge de maison, pareil, s'il y a du linge à disposition en début de location, même s'il n'est pas changé au cours de la location, le critère sera automatiquement validé. Donc, en gros, sans vraiment fournir de service, vous remplirez 3 des 4 critères. Vous pouvez voir pour les locations qui vont au-delà de 5 jours, là, il faut quand même, que ce soit le nettoyage des locaux ou la fourniture de linge, le faire de manière régulière. Mais en fait, la grande nouveauté, donc ça, c'est suite à des dispositions qui ont été mises en place en 2025, c'est que pour les locations de moins de 5 nuits, on peut très rapidement se retrouver assujetti à la TVA. En gros, le seul moyen en moins de 5 nuits de ne pas être assujetti à la TVA, c'est ou de faire uniquement un accueil par boîte à clés ou de ne pas fournir le linge de maison. Et du coup, donc, il peut quand même, pour ceux qui veulent passer à la TVA ou qui seront obligés de passer à la TVA, il faut savoir que derrière, du coup, vous aurez de la TVA collectée de 10%. 10% de l'ensemble de vos recettes devront être versées à l'État sous forme de TVA. Après, à contrario, vous pourrez récupérer la TVA sur les factures liées à votre bien et notamment ce qu'on appelle crédit de départ, c'est-à-dire que si c'était un bien immobilier neuf que vous aviez acheté, acquis, dessus, il y avait de la TVA. Même si c'était il y a 4 ans, vous pourriez encore récupérer une partie de cette TVA sous forme d'un calcul de 20e. Alors après, pour en bénéficier, il ne faudrait pas que vous ayez, à titre personnel, utilisé ce bien pendant un laps de temps. C'est-à-dire si vous avez acquis par une résidence secondaire en bord de mer, au tout début, vous avez décidé d'en profiter un mois et après le mettre dans la location meublée, à ce moment-là, ça coupe en fait la chaîne et du coup, vous ne pourriez plus bénéficier d'une récupération de TVA sur l'ensemble de ce bien. Mais sur ce point-là, c'était pour dire que ça existe, mais après, pareil, c'est avec des sujets assez complexes sur lesquels ça mérite plus de détails. Donc là, je vous invite à aussi vous rapprocher de votre expert comptable pour
pour bien comprendre ce dispositif. Mais c'est pour vous dire que si malheureusement vous serez amené à avoir la TVA collectée, il faut aussi voir potentiellement la TVA qui sera récupérée. Et du coup, pour finir, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que certes, la loi de finances 2026, pour l'instant, le Sénat a refusé l'abaissement des seuils de TVA, mais il faut savoir qu'en mars 2025, il est encore adopté une nouvelle directive qui, elle, va mettre les choses d'une manière encore beaucoup plus simple. Il n'y aura plus ce système de critères ou pas à respecter. Ce sera toutes les locations de logements de courte durée de moins de 45 jours, avec ou sans service, qui seront éligibles à la TVA. Alors, après, il faudra voir et en ce qui concerne la franchise, il y avait déjà des directives qui, normalement, obligent la France à, du coup, baisser ses seuils. On verra si c'est entre 25 et 37 000 euros ou si le gouvernement décide encore de repousser d'un an ou deux, mais inéluctablement, d'ici à très court terme, on va dire, on sera aussi en France obligé à, à mettre en place ces directives européennes. Je vous remercie pour votre attention et maintenant je reste ouvert pour toutes vos questions que vous pouvez poser dans le chat. Alors, tac, tac, tac. Donc, j'ai essayé de regarder si propage en meublé, lorsqu'il y a déjà. Alors, donc une question m'est posée pour savoir si sur la location. Donc, pouvez-vous revenir? Une question m'est posée, oui, sur le fait, pour le passage de la location nue en meublé, quid lorsqu'il y a déjà un locataire en place sous un bail en location nue? Alors, s'il y a déjà un locataire, mais il peut, alors ça c'est avec forcément, lui, il aura un bail qui lui permet de rester et d'être là en tant que locataire nu. Après, s'il accepte qu'il y ait un changement, bien sûr, d'abord, il faudra que vous justifiez qu'il y ait un réel ameublement à votre nom de tout l'appartement. Et après, s'il y a un accord aussi avec votre locataire, je ne pense pas que rien ne vous empêche de signer un nouveau bail avec vos locataires. Vous ne pourrez pas, bien sûr, l'obliger parce qu'il aura un bail de location nue, mais il est possible, à la fin de ce bail, de créer un nouveau bail de location meublée. Par contre, il faudra, moi j'attire juste l'attention d'un point de vue fiscal sur le fait qu'il faudra bien justifier que c'est vous qui avez meublé le bien, ou si vous voulez lui racheter son ameublement, bien établir qu'il y ait bien des factures d'établi et des preuves sur les différents paiements. Alors, une question m'est posée sur la méthode d'amortissement est-elle conservée en 2026? Alors, je sais. Alors, sur l'amortissement, en tout cas, il n'y a pas de changement. Le gros changement était en 2025, où, dans le cadre en tout cas, de la plus-value jusqu'à maintenant, alors qu'on avait pu bénéficier d'une déductibilité de l'amortissement, il n'était pas pris en compte dans le calcul de la plus-value, donc c'était un énorme avantage. Maintenant, il faut prendre en compte cet amortissement dans le calcul de la plus-value, mais comme on a pu le voir, le LMNP reste avantageux, mais après, il n'y a pas, pour le moment, à ma connaissance, en tout cas dans le projet de loi de finances, il n'y a pas de changement sur les règles d'amortissement du bien. Alors après, je vois sur le plafonnement de l'amortissement, oui, il y a l'article 39C, en fait, ça c'est une règle qui existe, qui n'a pas bougé, qui fait que qui empêche en fait d'avoir du déficit dans une location meublée liée à l'amortissement, c'est-à-dire si vous avez 10 000 euros de recettes et 20 000 euros d'amortissement, logiquement, ça vous fera un résultat déficitaire de moins 10 000. Et l'article 39C du CGI fait que on ne pourra déduire que
10 000 € d'amortissement pour arriver à zéro, et les 10 000 € restants, eux, seront mis en stock, une sorte de stock d'amortissement qui seront bien prévus dans la liasse fiscale. Et lui, ce stock d'amortissement sera indéfiniment reportable, et le jour où vous n'avez plus assez d'amortissement pour arriver à un résultat à zéro, on pourra le reprendre et le passer en amortissement. Donc, en fait, derrière, c'est un avantage, même un énorme avantage pour les locations meublées non professionnelles. Cette loi, elle avait été faite plus pour les locations meublées professionnelles pour éviter qu'ils créent des déficits qui, eux, sont imputables sur leurs autres revenus. Et pour la location meublée non professionnelle, elle est même plutôt avantageuse. OK. Bon. Eh bien, écoutez, je ne vois pas plus de questions, mais je vous remercie à tous pour votre attention. Cette présentation sera bien sûr disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie. Très bonne soirée à tous et puis à très bientôt. Au revoir.